L'invité de la rédaction, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous les auditrices et bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Vous êtes sur Radio JM sur le 90.5. Pour l'invité de la rédaction, je reçois aujourd'hui Sandra Amar. Bonjour. Bonjour Nathan. Et Paul Fitoussi au téléphone avec nous. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue sur Radio JM. Alors Paul, on va commencer avec vous. Vous allez courir dimanche sous les couleurs de Marseille-Cassis, Bring Them Home. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette initiative ? Alors j'avais l'habitude de participer régulièrement à la course du Marseille-Cassis. L'an dernier, ce groupe a été constitué sous l'impulsion de Sandra Amar. Et cette année, j'ai vu que c'était malheureusement encore dans l'actualité, puisque tous les corps, on va dire, d'otages ne sont pas encore rentrés. Et étant donné que je pense que si chacun d'entre nous fait une petite action, parce que ce n'est qu'une petite action dans le monde, si chacun d'entre nous mène une action, à la fin, ça peut aider à faire avancer les choses. C'est en tout cas... je dis moi aujourd'hui à Genève, c'est en tout cas ce que m'ont encouragé à faire souvent les otages ou ex-otages que j'ai pu rencontrer. Alors on a parlé justement de ce Marseille-Cassis Bring Them Home. Qu'est-ce qui représente pour vous ce collectif justement en tant que coureur ? Déjà on se sent moins seul, parce qu'il m'est arrivé de faire des courses avec un t-shirt pour les otages mais seul. Donc ça fait du bien. Là, on a besoin parfois d'être en groupe, mais ce collectif, et je vois qu'il fait un travail assez remarquable depuis un long moment sur la région de Marseille et je crois aussi Aix-en-Provence, si je suis bien à l'actualité. Mm-hmm. Et voilà, là où il y a à encourager des initiatives, je serai toujours présent. Je suis tenté que c'est moi qui les encourage, mais quelque part, comme on dit en hébreu, quand on donne, venatenu, ça se lit dans les deux sens. En fait, quand on donne, on reçoit aussi. Donc en réalité, c'est aussi une manière pour nous de nous encourager. Oui, c'est supporter des douleurs certes moins fortes que ce que ressentent les familles d'otages et les familles de soldats décédés, mais des douleurs quand même parce que ce sont nos frères et sœurs qui sont confrontés à une très dure réalité en Israël. Oui, c'est une course pour le cœur. Mais d'ailleurs, courir pour une cause, c'est pas la même chose que courir pour un chrono. Est-ce que cette course, elle aurait une autre dimension pour vous, une dimension qui sera différente, plus émotionnelle aussi, plus spirituelle, comme vous l'avez dit ? Alors oui, il y a toujours cette émotion qui y est. D'abord, je tiens à dire que j'ai déjà couru pour d'autres causes. Il m'est arrivé de courir pour l'Arménie, il m'est arrivé également de courir pour Octobre Rose. Donc après, s'il s'agit d'Israël et de mes frères, c'est encore plus fort. Pas parce que j'aime moins les autres, mais parce qu'on va dire j'ai des enfants qui y vivent et de la famille, comme pas mal de gens, et que forcément on ressent l'actualité sous un angle différent. Alors oui, on n'est pas là pour le chrono, mais en même temps c'est facile pour moi à mon âge de dire que je suis pas là pour le chrono. Donc, mais je serai quand même là un petit peu pour le chrono parce que j'aime bien aussi performer, c'est important. Oui, justement sur le plan pratique, en parlant de chrono, comment est-ce que vous vous êtes préparé à cette course ? Est-ce que le collectif vous a aidé aussi par la dimension, on va dire, de l'envie ? Est-ce qu'il y a une énergie particulière aussi peut-être pendant vos entraînements ? Alors, il se trouve que moi, je m'entraîne un peu seul, comme j'ai dit en début d'interview, je l'ai dit à Genève, mais je les suis sur le groupe WhatsApp et ça m'encourage. Mais il y a d'autres coureurs aussi à Genève, puisqu'on va aussi courir pour d'autres causes, et notamment pour les otages à Genève, la semaine d'après. Ouais. Mais c'est vrai que, je me dis, ça donne un peu plus de force. J'aurais été faire quoi qu'il en soit, j'espère, ce Marseille-Cassis, tant que la santé m'en donne la possibilité. Mais c'est vrai que, s'il y a un groupe avec vous, il y a une certaine émotion et émulsion, les deux, qui font que ça vous pousse encore plus à participer à de belles actions. Oui, justement, on parlait de belles actions. Le collectif, lui, par contre, incite sur le fait que cette action, elle n'est pas politique, mais elle est d'abord profondément humaine. Vous, en tant que coureur, est-ce que vous ressentez justement cette dimension humaine dans le collectif ? Oui, forcément, puisqu'on est des gens à opinions très diverses dans ce groupe. Sandra pourra en témoigner. Oui. Mais on est tous unis sur une même cause. Vous savez, le mot unité ne veut pas dire
unicité. L'être humain quand on parle d'unité, on ne parle pas d'unicité. C'est-à-dire qu'en fait, l'unité regroupe des gens différents. Alors que l'unicité, on dit que l'être humain est unique. D'ailleurs, en hébreu, on retrouve les mêmes mots. On dit achdout, c'est l'unité. Mais par contre, achidout, c'est l'unicité. C'est-à-dire chaque individu est différent, mais l'unité, c'est la capacité de se regrouper avec des idées différentes, justement. Et c'est en ça que ce collectif peut marquer cet élément unitaire. Oui, comme quoi en fait on peut courir pour la même cause en pensant des choses qui sont complètement différentes. Oui, de toute façon, l'unité ne veut pas dire se dire on est tous copains et on est tous d'accord. Hein. Alors on est quand même un peu copains, mais on n'est pas forcément tous d'accord. Oui, donc c'est forcément ça rassemble aussi peut-être de faire ce genre d'initiative. Bien sûr, ça rassemble. Alors là, on est là pour parler, donc je ne veux pas parler de notre exemple, mais récemment j'étais à Bucarest, on s'est réunis vraiment avec des Israéliens très très nombreux et avec lesquels on avait des opinions complètement divergentes. Mais la cause des otages nous unit, parce qu'on comprend qu'au fond, nos ennemis ne font pas la différence. En fait, il ne faut jamais confondre dans la dispute l'individu qu'on a en face de soi et ce qu'il pense. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, à condition que ce ne soit pas des idées quand même inacceptables. Mais si on n'accepte pas l'autre avec ses idées différentes, à ce moment-là, on rentre dans le fascisme. Et nous ne sommes pas des fascistes, nous sommes des juifs. Alors après dimanche, après le Marseille-Cassis, vous nous avez dit que vous alliez encore courir, mais cette fois-ci à Genève. Est-ce que évidemment vous allez continuer de courir avec Bring Home, Marseille-Cassis, Bring Home, et surtout quelle est la prochaine course après le Marseille-Cassis? Alors j'espère que je ne serai pas obligé de mettre le t-shirt et que tous les corps seront rentrés. Voilà, et la prochaine, écoutez, je fais une course traditionnelle qui est celle de l'escalade, et après c'est le semi de Genève, voilà, et puis j'espère, j'ai été sélectionné l'an dernier pour les Maccabiades. Si on va dire mon temps professionnel me le permet, je vais concourir avec l'équipe nationale de Suisse. Waouh. Du Maccabi. Voilà. Ah oui, donc grand sportif. Oui, on essaye, hein. En tout cas, gros programme à venir, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Paul Fitt aussi d'avoir été notre invité aux côtés de Sandra Amar. On vous laisse, à bientôt, merci beaucoup. Et à bientôt alors, à dimanche. Hein. Oui, merci à dimanche. Paul, à dimanche. Au revoir. Au revoir. Sandra, on vient à vous. D'abord, donnez-nous un petit mot sur ce collectif Bring Them Home. Marseille-Cassis, Bring Them Home, pour qu'on comprenne bien quel est le but de ce collectif et comment il est né surtout. Alors en fait, il est né de l'idée de Lisa Drahi et Deborah Cohen l'année dernière, et j'ai vu passer un message dans un groupe WhatsApp. Moi, je venais de finir une mission en communication organisation événementielle au CRIF, et j'avais organisé pas mal d'événements sur les otages, et avec une habitude et toujours l'envie d'agir et d'être utile. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc, je les ai rejoints. Et on est passé de 12 coureurs quand je les ai rejoints à 64. Et oui, d'accord. L'initiative a été vraiment très, très belle. On a été... il y a I24 qui a relayé. On a eu beaucoup de retours de familles d'otages. Et c'est en ça que c'était positif pour nous. Et surtout, les coureurs, quand ils ont fait la course l'année dernière, Déborah, qui est co-organisatrice, me disait à la fin de la course, c'est le t-shirt qui m'a porté. Elle est pas forcément sportive comme Paul, par exemple, qui fait beaucoup de marathons, mais elle m'a dit, c'est le t-shirt qui m'a porté, c'est le t-shirt qui m'a permis de relever ce défi-là, parce que c'est quand même un marathon emblématique. Bien sûr. De Marseille, qui fait 20 km. Je ne sais pas si vous arrivez à couvrir 1 km. Non. Moi, je ne cours même pas 1 km. Et donc c'est des amis d'amis qui sont arrivés, des gens des réseaux, des gens de Genève. Donc, Paul est arrivé de Genève, des gens de Paris. On a eu pas mal de gens qui, par l'Instagram, ont commencé à nous rejoindre. Okay. Cette année, on a quelques non-juifs qui sont venus également nous rejoindre. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont sensibles à la cause. Et donc, avant les accords et avant les libérations, on s'était dit, on va courir pour le 7 octobre. Donc, on court pour le 7 octobre, pour les 1200 victimes, pour les soldats qui sont tombés, pour les otages qui sont décédés. Et puis, en fait, le 13 au soir, je voyais toutes les stories avec les gens qui enlevaient leurs pins et qui découpaient leur bracelet jaune. Et j'étais à la table de fête et j'étais
entre l'émotion, la joie, le soulagement et tout ce qu'on a pu tous ressentir. Je pense que les boîtes de Kleenex, elles ont bien fonctionné dans toutes les maisons, Oui. tellement qu'on était heureux de les retrouver, de les voir et de les voir debout déjà. Et ils sont extrêmement inspirants parce que tout ce qu'ils racontent sur leur captivité est vraiment bouleversante. Mais le soir du 13, j'étais sur un constat de mathématiques. Il y avait 48 otages, mais en fait, il y en a 24 qui sont rentrés. Ils ont fait ils continuent en fait à faire une guerre psychologique. Non, on n'a pas plus de 4 corps. Et bien finalement, on en a récupéré plus que 4. Et je pense tout le temps aux familles, en fait. Alors, il y a beaucoup de gens dans les synagogues et dans mon environnement qui me disent, mais en fait, ça y est, on a eu les vivants. Ben non, en fait, il y a encore 13, 14, 15 familles qui attendent pour commencer leur deuil. Et il y a également les otages qui sont rentrés qui attendent pour commencer une réhabilitation complète. Donc c'est en fait, tant que les otages qui ont été pris et qui ne sont toujours pas revenus, qu'ils soient morts ou vivants, on courra pour eux en fait. Jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. C'est aussi un des mots du collectif. D'ailleurs, le collectif qui se dit humaniste et apolitique, on en parlait avec Paul. Pourquoi c'était essentiel pour vous de rester dans cette ligne apolitique, humaniste, dans un contexte qui est surtout d'abord aussi chargé en émotions, mais aussi en informations? Parce que je pense que depuis le 7 octobre, on a eu la naissance de plusieurs collectifs. Il y a eu Candle for Israel qui était sur un secteur, une cible on va dire. Il y a eu la DDF qui était sur une autre cible. Les Nous Vivrons, les collectifs 7 octobre. Nous on a pris le parti d'utiliser le sport pour justement donner de la visibilité aux otages, pour courir parce que eux ils pouvaient plus courir. Et puis franchement dans le monde du sport, la majorité silencieuse elle y est. Et surtout, sur le parcours l'année dernière, les gens faisaient un signe de force en disant « on est avec vous », des signes de cœur. Sur le parcours pour monter Michelet également, bon après sur la jeunesse, il y avait plus grand monde. Il y avait plus grand monde qui était venu soutenir. Mais c'est vrai que sur le parcours, ils sont arrivés en disant qu'on a eu un super accueil. Les coureurs, ils lisaient le texte sur le t-shirt et ils nous encourageaient. Et c'était vraiment presque un cocon de la majorité silencieuse pour nos coureurs. On fait attention à eux. On n'écrit pas n'importe quoi parce que justement il y a un contexte politique qui est très chargé. Oui, donc il y a eu quand même énormément de soutien auprès de ce collectif. D'ailleurs, des soutiens qui sont peut-être devenus des coureurs maintenant, puisque vous m'avez dit que justement il y a des non-juifs qui viennent courir cette année, donc c'est peut-être aussi ça qui leur a donné l'idée de courir avec vous. Et vous courez pour la mémoire, parce que courir pour la mémoire, c'est refuser l'oubli. C'est ce que vous dites. C'est une phrase qui est très forte. Elle peut faire écho aussi à d'autres temps. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous, en tout cas personnellement, en tant que Sandra Amar, et pour les familles quand même que vous représentez? Alors déjà pour revenir sur la fin de la question, on a Arakat Chadourian qui est notre parrain, oui. Qui est arménien et libanais et qui court également avec le t-shirt cette année, même s'il va courir pour l'autisme, il sera à nos côtés. Également. On sera en interview demain avec Marc Memoun dans l'émission du Consistoire. Alors moi je suis sur le terrain de la mémoire et de la Shoah depuis toujours. Donc j'ai fait des interviews de rescapés de la Shoah, j'ai été plusieurs fois à Auschwitz avec l'AFMA, avec des jeunes, j'ai fait faire des interviews, des témoignages dans les collèges, dans les lycées. Donc le thème de la mémoire il est toujours récurrent. Je suis également photographe, donc l'image est aussi importante. Et les images d'otages qui sont sorties, comme Elie Charabi par exemple, ou Ouad, sont des images qui nous ont tellement rappelé ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et les derniers otages qui sont sortis, je pense qu'ils ont été tellement gavés de nourriture pour ne pas ressortir dans le même état cadavérique que Elie Charabi, coiffés pratiquement, une barbe qui était coupée. Propre sur eux. Propre sur eux, il y avait un travail qui était fait sur l'image. C'est pas possible en fait. La phrase qui me vient en tête toujours, c'est ni oubli, ni pardon. Il n'y a pas d'oubli et il n'y a pas de pardon. Et on a besoin de continuer à avancer en se souvenant de ce jour-là. Et ce jour-là ne nous a pas laissé indélébile. Et justement, il y a encore des corps qui sont dans la bande de Gaza, qui sont encore retenus, ou qu'on n'arrive pas à retrouver en tout cas. Comment on vit cette attente? On se met à la place des familles. On se met à la place des otages. Quand on lit le témoignage de Rome, qui est face à sa fenêtre avec son drapeau israélien en train de regarder le ciel, et qui a été obligé d'être
dans des tunnels à côté de corps en décomposition, c'est pas acceptable en fait. C'est innommable, c'est d'une dureté sans nom. Donc, comment on vit? La réponse est qu'on survit, on essaye, on est actif, on est utile. Je pense que c'est le moteur pour continuer à tenir, c'est d'être active en fait. Ça met peut-être à distance l'émotion, elle est là, elle est présente et il y a une espèce de blessure, de fissure interne qui va avoir du mal à passer. Mais à un moment, il va falloir aussi sauter le pas de... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, vous sautez le pas de courir. Enfin, pas vous, mais... On saute le pas. On est toujours debout. Exactement, c'est surtout être toujours debout. On est debout, on court et on est actif et on ne les lâche pas et on ne lâche pas les familles. Et nos t-shirts sont en anglais pour que justement les familles en Israël puissent comprendre. C'est vraiment un soutien, c'est une visibilité pour eux. C'est pour dire, il y en a encore à Gaza, 13, 14, 15. Ce décompte est macabre en fait. Ce décompte est macabre. Dès qu'il y a une voiture de la Croix-Rouge qui arrive et on se dit, est-ce qu'ils vont nous mettre un Palestinien ou est-ce qu'ils vont nous mettre un otage israélien? Il y a toutes ces questions qui passent dans nos têtes. Justement, on parlait d'activité. Le collectif est très actif puisque vous avez donc déjà organisé plusieurs actions. Hier, avec la course des enfants, aussi Marseille Cassis en 2024. Qu'est-ce qui va distinguer peut-être cette édition en 2025? Le t-shirt de l'année dernière avait marqué 101 otages. Le t-shirt de cette année n'a pas le nombre d'otages parce que ça découle, mais ça distingue qu'on a l'impression d'arriver au bout d'un cycle. D'accord. Le cycle pour les otages qui va, j'espère, peut-être après passer un cycle pour la mémoire du 7 octobre et que on arrête de le porter pour les otages, qu'on le porte pour la mémoire des victimes du 7 octobre. Question finale, Sandra, pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut soutenir votre démarche? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Et si on a envie de courir, comment est-ce qu'on peut courir, venir vous encourager et partager ce moment avec vous? Alors, les dossards se sont arrachés comme chaque année. Donc là, nous-mêmes, il nous manque quelques dossards. Il nous en manque 6. Oui, d'accord. On a 3 personnes qui se sont inscrites encore dans le groupe hier. Une personne encore ce matin. Donc là, on est arrivé à 25. Pour nous encourager, si vous avez un dossard et que vous allez faire le Marseille Cassis, on a fait des t-shirts en plus. Donc vous pouvez nous contacter sur l'Instagram Marseille Cassis Brings Them Home. Ça, c'est la première chose. Donc on vous donnera un t-shirt, on vous comptera avec nous. Si vous ne courez pas, comme moi, moi je serai en moto sur Marseille vers Cassis, vous pouvez venir nous soutenir soit à Marseille, soit à Cassis au moment du démarrage, 8h, 8h30 maximum. On vous écrit, vous nous écrivez, on vous répond. Donc venez nous soutenir, venez soutenir les coureurs, ça c'est important. Merci beaucoup Sandra, Merci Amar, Nathan. d'avoir donné tous ces éléments et de nous avoir fait partager aussi un témoignage parce que c'était important. C'est important. Merci également à Paul Fitoussi qui était présent et qui courra aux côtés donc, de ces 25 coureurs dimanche au Marseille Cassis pour voir ou revoir cet entretien. Le site Radio JM est disponible et également sur le 90.5 évidemment et sur nos réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Passez une très belle journée, une belle après-midi sur le 90.5.